j'ai besoin de gens brillants pour travailler, tu vois. Et ça veut pas dire que je serai à un niveau supérieur à eux. À un moment, quand tu crées des business et quand tu te développes, le sujet, c'est pas tellement d'avoir des employés efficaces, mais c'est d'avoir une équipe qui te ressemble, avec laquelle tu es aligné. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens, ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Le cash, c'est un driver qui est selon moi très néfaste. Parce que au début, tu fais de l'argent, t'as tes premiers shoots de dopamine qui sont insane. En plus, tu les dépenses tout de suite, c'est les premiers. Ouais. Tu craches direct, etc. Donc bam, t'y vas, tu retournes, tu remets encore et encore et encore. Puis en fait, le challenge, c'est que c'est très stackable. Le cerveau, donc il y a un sujet que je trouve intéressant. Il y a une étude qui a été faite qui montre que le taux de dopamine reçu par un cerveau humain quand il reçoit 1000$ est inférieur au taux de cortisol que le cerveau humain reçoit quand il perd 1000$. Oui, Comment on dit, oui. cerveau C'est humain 2,5 plus, je crois, un truc comme ça. Ah, je connais pas les stats exacts. Aversion à la perte Aversion à la perte. ou propension au risque, je crois, c'est un truc comme ça. Exact. Et bah en fait, c'est exactement ce qui se passe. Ce qui veut dire que l'adrénaline que tu reçois et la dopamine que tu reçois quand tu gagnes de l'argent, très vite, elle est stackable. Très vite, tu stagnes en fait. Et là, faut trouver autre chose. Et trouver autre chose, c'est pas facile, mec. Parce que quand t'as été... Tu vois, quand tu viens d'une famille modeste et que t'as grandi dans l'illusion que l'argent faisait le bonheur, parce que tout le monde dit l'argent fait pas le bonheur, mais quand t'es dos au mur, t'es persuadé que l'argent fait le bonheur, et tu te dis putain, je vais en gagner et ma vie va être belle, je vais pouvoir partir en voyage, rencontrer du monde, etc. Puis quand tu pars en voyage, quand t'achètes tes premières montres, tes premières voitures, et puis en fait, au bout d'un moment, tu vis d'où tu veux, quand tu veux, tu prends les hôtels que tu veux. Mais je veux dire, c'est de plus en plus challengeant de trouver un truc qui t'offre de la dopamine. Ok, mais alors du coup, est-ce qu'en fait, c'est parce que t'as pas un peu aussi considéré que bonheur égale dopamine ou dopamine égale bonheur? Est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là aussi? En mode genre, je dis ça, même moi le premier, moi je suis sur les réseaux sociaux et c'est un des cœurs de notre business, c'est pas le seul truc, mais c'est un des cœurs de notre business. Et je vois très bien que si jamais on a fait une journée ou une semaine, on a gagné énormément d'abonnés, je suis de meilleure humeur que si jamais c'est une semaine, on a moins gagné d'abonnés, tu vois. Mais est-ce que ça, c'est pas, en fait, corrélé au bonheur parce qu'on a décidé que c'était corrélé au bonheur aussi, tu vois? Et ça, je suis complètement d'accord. Et tu le vois, c'est pour ça que t'as des mecs, moi j'ai vu... J'ai rencontré 2 mecs à Dubaï cette année qui ont tout vendu et qui sont partis pendant 6 mois au fin fond de la Creuse en France, dans un appartement de 20 mètres carrés avec juste un matelas et leur Mac. C'est énorme. Parce qu'en fait, et tu sais quoi, c'est intéressant parce que juste avant de revenir en France, là j'étais à une soirée avec un mec et puis je discutais de ça. Il me disait, tu vois, là sur les 2 dernières années, mon lifestyle a fait, allez, peut-être x20. Donc chaque mois, parce que il est passé à travers les cryptos, les NFT, le e-com, il a fait beaucoup d'argent. Et c'est un mec qui presque tous les mois a doublé son lifestyle pendant 2 ans, tu vois. Et il me disait, ben là, ça fait 6 mois que je suis revenu à un lifestyle beaucoup plus modeste. Je veux dire, c'est un mec qui dépensait peut-être 200-300 000 euros par mois, tu vois. C'est des sommes astronomiques. Ouais, faut trouver même des moyens de dépenser. Ouais. Et c'est un mec qui est revenu à peut-être, je sais pas, 20 000 euros de dépenses. Donc littéralement, il a divisé ses dépenses par 10. Et qui est beaucoup plus heureux. Parce que quand t'es vraiment drivé par le cash et que t'as une vision qui est uniquement autour du pognon, je pense qu'être heureux sur le long terme, c'est pas faisable. Ouais, je comprends. Et puis j'avais rencontré un homme d'affaires qui m'avait dit, très très riche, quasiment milliardaire, et qui m'avait dit au-dessus de 100 millions, on voit pas la différence. En fait, il n'y a plus de différence entre au-dessus de 100 millions et milliards, tout ce que tu veux. Bah alors ça, c'est dans les achats que tu peux faire. Mais mais en réalité, même entre 10K par mois et 100K par mois en lifestyle, c'est très restreint. Les différences. Oui, mais là, pour le coup, je disais ces chiffres-là, c'est plus sur les questions de maison, les questions de bateau, là, c'est un les autre questions délire. d'avion. Moi, je peux pas m'acquérir ce que je veux. Tu vois. Non, mais gros, t'as 20 ans, tu vois, en même temps. C'est étape par étape, tu vois. Ouais, il y en a qui a 20 ans. Ouais, j'ai vu le premier milliardaire qui avait 25 ans là. Non, mais je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a selon moi, en fait, cette quête d'entrepreneur, c'est aussi qu'elle est très souvent motivée à la base par le cash et la liberté. Ouais. Enfin, en tout cas, le meilleur équilibre entre cash et liberté. Et qu'en fait, tu te rends compte assez vite, une fois que tu as atteint ça, que tu plafonnes. Et c'est la phrase de Vald que je cite à toutes les sauces à chaque fois, que je trouve géniale, c'est « Le sexe et l'argent, ça fait tout, j'ai les deux et pourtant ça fait rien ». Et je pense qu'en fait, c'est une fois que t'as en fait le truc que tu cherchais à la base, que là, en fait, tu te retrouves presque en dépression, je sais pas, c'est peut-être exagéré, mais vraiment mal, tu vois, un peu comme un champion olympique, il gagne sa médaille et le mec est plus bien, tu vois. Ouais, je suis très juste.
Mais est-ce que du coup, comment tu reconstruis du coup après derrière une vie qui te plaît plus, tu vois? Mais tu vois, Jim Carrey a dit j'aimerais que tout le monde soit millionnaire pour qu'il se rende compte à quel point ça fait pas le bonheur. Et putain, nom de Dieu, c'est vrai à un point monstrueux, mais le challenge, et en fait, je pense que c'est bien aussi parce que la réalité. Est-ce que c'est pas une phrase de riche que de dire ça? De dire que l'argent fait pas le bonheur? Je sais pas, t'en penses quoi? Moi j'ai l'impression que c'est facile à expliquer ça à quelqu'un qui gagne 10K par mois mais qui a pas 1 million Ouais. en assets, tout ce que tu veux. Beaucoup plus compliqué à expliquer à quelqu'un qui fait 50 heures pour se retrouver avec 1500 balles par mois. Et tu sais quoi, j'en ai parlé avec Oussama récemment, avec qui j'ai dîné juste avant de rentrer là en France. Et il me disait, et je suis très d'accord, et en fait j'étais pas aware de ça avant de discuter avec lui, mais il me l'a dit, j'ai trouvé ça fascinant. Il m'a dit, moi, les gens les plus enragés que j'ai vus dans ma vie, mais enragés positivement, c'est les héritiers. Et moi j'en connais pas trop, parce que je viens du bas monde, entre guillemets, tu vois, donc je pouvais pas me... J'en connais quelques-uns, mais pas à ce niveau. Mais en fait, je me rends compte que quand il hérite, je sais pas moi, 50 millions, 100 millions, 200 millions, mais le poids que t'as sur les épaules, tu vois, tu dois travailler pour prouver à tout le monde que tu le mérites. Tu dois montrer aux gens autour de toi que tu as la valeur nécessaire pour porter cet argent et porter cet héritage. C'est extrêmement challengeant. Ouais, c'est un peu la pression du favori, quoi, en fait, c'est ça? Ouais, why not? Je trouve que c'est une bonne explication. Et tu vois, ça, je trouve que c'est allié à un autre sujet qui est pertinent. C'est le sujet des études. Je vois beaucoup de gens qui disent « Ouais, faites pas d'études, allez pas à l'école, etc. » C'est quoi ces conneries, sérieux? Je veux dire, si tout le monde était entrepreneur, mais le monde, il serait plat, tu vois. Mais oui. Ça serait un délire absolu. Je suis complètement d'accord. Et puis ça n'aurait aucun sens parce que ça reste une spécialisation. Qu'on soit Juste un clair, point de vue, c'est l'entrepreneur. clair et net. Et moi, je suis convaincu que, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des signes noirs. Toi, les entrepreneurs, les gens qui faisons un truc que personne n'a vu jusqu'à présent et qui essayons, bam, de think out the box et essayer de créer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que le meilleur conseil, quand les mecs me disent « Ouais, tu penses quoi? Toi, t'as jamais fait trop d'études, t'es parti jeune, etc. » Pourtant, moi, le conseil que je dis à tout le monde, tu vois, aux gens lambda, c'est aller en cours, sérieux, tu vois. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que tu me dis. Même si des personnes qui viennent de hautes familles, etc., il y a des gens, et beaucoup, évidemment beaucoup, parce qu'ils sont en général mieux éduqués, ils ont accès à une meilleure éducation, des meilleures écoles, sont des gens brillants. Et des gens comme moi, j'ai besoin de gens brillants pour travailler, tu vois. Et ça veut pas dire que je serai à un niveau supérieur à eux. À un moment, quand tu crées des business et quand tu te développes, le sujet, c'est pas tellement d'avoir des employés efficaces, mais c'est d'avoir une équipe qui te ressemble, avec laquelle tu es aligné. Surtout aujourd'hui, dans les sujets start-up, dans cet univers, Ouais, plus etc. l'équipe est petite, plus c'est important que ça soit aligné bien sûr. avec toi. Ouais. Donc, juste pour revenir à ce que tu me disais, moi, je suis pas convaincu que la rage est forcément corrélée à l'endroit d'où tu viens. Je dis juste que proportionnellement, a priori, t'as quand même beaucoup plus de chances d'avoir une dalle au fond de toi si tu viens du dur et que t'as qu'une seule envie, c'est de t'en sortir, que si tu viens d'un endroit a priori féerique où papa-maman peuvent te donner 20K par mois pour vivre depuis que t'as 15 ans, tu vois. Et j'ai écouté d'ailleurs un Reels hier sur ton Instagram, et il y avait un mec qui disait ça. Donc t'as interviewé un mec qui disait « Moi j'aime pas parce que un jeune qui vient de quartier, il a a priori cette pensée que comme je viens de quartier, je peux pas m'en sortir a priori. Ouais. Alors que j'aurais aimé que cette phrase que tout le monde dit, ouais, ils viennent de quartier, c'est difficile, etc., soit plus une phrase en mode, comme tu viens d'en bas, bouge-toi et fais des efforts. Ouais, c'est Amadou, et puis on le salue s'il nous regarde, que j'adore et qui a un vrai message par rapport à ça. Et c'est un truc, moi, qui me tient énormément à cœur, c'est en fait comment on réussit à créer de la foi, et pas dans le sens religieux, mais de l'espoir, quoi, en fait. Comment tu fais en sorte que des gens se disent, je vais pas me résigner, en fait, à arrêter, à abandonner, tu vois. Et c'est un peu le truc dans l'entrepreneuriat. Je pense que toute personne qui a monté une boîte qui n'a pas explosé dès le premier mois, et c'est une minorité les boîtes qui font ça, et qui ont dû construire leur succès dans le temps, tu sais qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, est-ce que je vais pouvoir réussir à aller jusqu'au bout du truc? Est-ce que je vais réussir à relever ce challenge? Est-ce qu'après ce challenge ça ira mieux? Peut-être pas, peut-être que oui. Et en fait tu te poses plein de questions, et en fait tu perds de vue parfois que la première des difficultés c'était déjà de tenter le truc, tu vois. Et que beaucoup de gens qui vulgarisent l'entrepreneuriat le vulgarisent pour des entrepreneurs. Et je trouve ça super intéressant, et c'est ce que je souhaite faire, mais je trouve que c'est intéressant aussi de le vulgariser pour des gens qui ne sont pas encore dedans, en fait. Pas seulement pour qu'ils sachent à quoi s'attendre, mais aussi pour que
ils reconnaissent les parcours. Je prends un exemple tout con, mais si tu prenais l'exemple d'un joueur de foot, si jamais il se blesse et qu'il pense que sa carrière est finie parce qu'il s'est blessé, il a pris 6 mois, 8 mois de retard, bah en fait, Samy, il est au courant qu'un autre grand joueur de foot a été blessé et a quand même fait une grande carrière. Le stress est pas le même, la gestion de la blessure est pas la même, tu vois. Biais de confirmation. Ouais. Bien sûr. Et qu'il faut créer le maximum d'exemples de renforcement positif, tu vois. Et c'est pour ça que moi je suis aussi content d'avoir des entrepreneurs comme toi qui parlent, c'est parce que je trouve que la vente est quasiment un sujet dont on ne parle pas en France. Enfin, c'est lunaire comme truc. C'est quasiment le sujet numéro 1 aux States, de tout business confondu. Et entrepreneuriat en premier, c'est la vente le premier. Et en France, on n'en parle pas. C'est quasi pas un sujet. Mais du coup, moi, je trouve ça intéressant. Toi, c'est quoi ton imaginaire à la base autour de la vente avant de t'y lancer? C'était quoi? C'était le loup de Wall Street? C'était ces trucs-là? Mais écoute, moi, donc, pour la petite histoire, je suis né bègue. Ok. Et donc, jusqu'à mes 10 ans, je pouvais pas aligner une phrase sans ressembler à un Neyman de tracteur qui galère, tu vois. Donc, c'était pour moi. Alors, j'ai Très toujours douloureux, été. Ouais, en fait, je pense pas tant que ça, parce qu'en réalité, j'ai toujours été extraverti. Je faisais le clown, moi, quand j'étais gamin. Donc, même si tu bégayes, tu fais rire les gens, tu t'essaies, etc. Puis en plus, le bégaiement, c'est que sur l'hémisphère gauche du cerveau, sur la partie rationnelle. Donc, dès que tu chantes, dès que tu fais des conneries, tu déclenches des parties un petit peu différentes de ton cerveau. Et du coup, ça te permet que pas tout le monde ressent réellement ce bégaiement en question. Mais bref, en tout cas, je me suis retrouvé devant un toubib qui m'a dit « Mec, tu pourras jamais aligner une phrase de ta vie. » Et ça a été un vrai élément déclencheur parce qu'à partir de cette seconde-là, et d'ailleurs, je remercie ce toubib parce que en fait, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'il m'ait fait, tu vois. J'ai commencé à m'intéresser à fond à la manipulation, à l'éloquence. Je veux dire, moi, à 10 ans, je regardais des concours d'éloquence sur YouTube, tu vois. Alors que personne faisait ça. Enfin, je sais pas, c'était sur YouTube parce qu'à 10 ans, enfin, ça fait... ouais, si, sur YouTube. Etc., etc. Et j'étais passionné par ce truc-là, parce que moi, je ne savais pas le faire. Moi, on m'écoutait parce que j'étais le gamin marrant qui arrivait à amuser la galerie. Et j'étais passionné des gens qu'on écoute parce qu'ils ont des choses pour le fond. Parce qu'ils disent des choses pertinentes, qui ont du sens. Ce qui est plus difficile, hein, encore plus aujourd'hui. À un point absolu. C'est très simple d'amuser la galerie, d'être drôle, c'est un truc qui est au final très humain, tu vois. Par contre, réussir à apporter des propos réels et surtout se faire entendre, c'est un sujet qui est infiniment plus complexe. Et j'étais du coup dans cette spirale où je me disais, il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est juste de savoir manipuler. Et en fait, j'étais passionné par ce truc-là qui est pris pour quelque chose de très néfaste par les Français en général, la manipulation. Ouais, Moi, je trouve ça merveilleux. Est-ce que c'est pas normal, je pose la question, qu'on ait peur des gens qui nous manipulent, qui nous emmènent dans une direction ou une autre? Écoute, moi j'en ai très peur, parce que c'est la définition qu'on y donne. Si la manipulation, c'est par définition faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie de faire à la base, évidemment que c'est néfaste. Si maintenant on a envie de donner une autre définition de la manipulation... C'est quoi la tienne? Moi, la mienne, moi tu vois, je pars du principe qu'entre influence et manipulation, il n'y a pas une très grande d'ailleurs, c'est le bouquin de Cialdini. Le bouquin de Monsieur Robert Cialdini. Ah, Cialdini, ouais, je sais pas, je connais pas la prononciation. Et ben c'est la preuve en image qu'en réalité, c'est juste des principes, des biais qui sont utilisés. Et donc moi, je pars vraiment du principe que entre de l'influence ou de la manipulation néfaste et bienveillante, il n'y a qu'un seul sujet, c'est comment est-ce que toi tu l'utilises. Tu vois, si demain je m'appelle Hitler avec une petite moustache et que j'ai envie d'utiliser la manipulation pour les horreurs qu'on connaît, bah a priori ça sera plutôt néfaste. Maintenant, si je suis une grande école, une grande boîte et que j'utilise les mêmes principes ou un super bon restaurant ou un nouveau film qui sort et que j'utilise les mêmes principes pour faire venir beaucoup de monde et pour changer littéralement ce qui se passe autour de moi, bah je pense qu'a priori que ce soit de la manipulation ou de l'influence, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, tu vois. Donc c'est plus un sujet de but en tant que tel qui définit selon moi si la manipulation ou l'influence est néfaste ou bienveillante. Ouais, je comprends. Ma sœur est associée Sixtine, elle partage énormément de contenu sur l'intelligence sociale. Et il y a plusieurs commentaires qui reviennent sur et ça c'est de la manipulation, ça c'est pas très propre, ça c'est une technique que je trouve bizarre. Et je suis un peu partagé sur le truc parce que je comprends la remarque, mais d'un autre côté, c'est des choses qui s'apprennent aussi, en fait. Je trouve qu'en France, et tu me dis ce que t'en penses, en France, il y a énormément de choses qu'on estime pas à apprendre, en fait. Qu'on estime que c'est des choses normales, naturelles. Justement, elles sont même moins intéressantes et moins percutantes quand elles sont apprises. Et c'est tellement dommage, parce que si on n'apprend pas les relations humaines, c'est quoi? On est censé deviner?
censé faire par mimétisme. Mais si dans notre entourage, on a eu que des gens qui étaient pas bons, du coup, on est condamné à être pas bon. C'est fou. Et ça. en fait, tu continues comme ça. Et la vente, ça en fait partie des sujets, mais le business et le rapport à l'argent, ça va être à peu près pareil aussi. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Ouais. Il y a un truc qui coûte encore pire que ça, moi, je trouve. Vas-y. C'est le premier truc sur lequel je me suis renseigné. Donc, je suis un mec très fan d'apprendre. Et des fois, j'apprends pour rien. C'est d'ailleurs pas très bon parce qu'en soi, je me prends de la charge mentale inutilement. Mais je suis fan absolu de comprendre des nouvelles disciplines. Je fais de la lecture rapide, donc je lis beaucoup de bouquins, etc. Je suis émerveillé par les bibliothèques. Je trouve ça fascinant d'avoir autant de connaissances dans... Tu vois, enfin, je veux dire, tu rentres dans une bibliothèque, n'importe quelle bibliothèque du monde, tu rentres dedans, pars du principe que si tu connais les livres qu'il y a dedans et si tu sais en tirer le meilleur, dans tous les cas, tu réussis dans la vie. En gagnant de l'argent, en faisant de grandes choses, qu'importe. Mais le savoir qu'il y a autour de nous est merveilleux. Moi, le premier sujet sur lequel je me suis intéressé, c'est Learn how to learn. Apprendre à apprendre. C'est le premier cours que j'ai regardé sur Coursera. Je sais pas si tu connais Coursera. Ouais, bien sûr. J'aime beaucoup cette plateforme. Et le premier cours que j'ai regardé, c'est apprendre à apprendre. Et en fait, ouais. Moi, ma question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que tu arrives en CP, qu'on te demande d'apprendre à lire, d'apprendre l'alphabet. Et moi, j'aimerais lever la main, j'aimerais y retourner et lever la main et dire mais comment est-ce qu'on apprend quelque chose? C'est un vrai sujet. On te demande d'apprendre sans jamais t'avoir expliqué comment ça fonctionnait. Pareto, Parkinson, tout ça, on n'en parle jamais. Ouais, je suis d'accord. Alors que c'est des sujets D'accord. qui sont fondamentaux. Ouais, les palais de mémoire, ce genre de choses. Ouais. Et moi, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. Donc, tu vois, au-delà même de la vente, de l'argent, qui sont des sujets quand même relativement tabous en France, le sujet de l'éducation devrait pas être tabou selon Ouais, moi. je tu suis. vois. Non, mais je suis. Et apprendre comment apprendre est un truc qui est partagé quasiment nulle part. Et donc là, tu te demandes. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle La Fabrique du crétin. Je connais pas le livre, mais rien que non, ça m'amuse. Fabuleux ce bouquin. Et en gros, ça t'explique que. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien, mais c'est une explication que j'apprécie. Ça explique que les États, que ce soit en France ou dans beaucoup de pays européens, quand même, l'objectif de l'école et de l'éducation n'est pas de créer les génies de demain, mais c'est plutôt de prendre les gens, de les poncer à la taille parfaite pour qu'ils puissent rentrer dans les boîtes prévues à cet effet. Ah non, mais ça, pour le coup, ça, c'est peut-être un petit peu complotiste sur les bords, mais je conçois que ça soit une stratégie étatique pertinente. Mais aussi parce que la majorité des emplois vont être dans ces boîtes-là. Bien sûr. Et Je suis que la d'accord avec ça. transformation ou la révolution que demanderait le fait de faire que des génies ou le maximum des génies de l'école, peut-être que la société, elle se casserait la gueule de cette truc-là. Ah, c'est clair. Je dis pas que je défends ça, hein, mais... Moi, je suis d'accord. Hein. Je t'ai dit tout à l'heure que si on était tous entrepreneurs, le monde partirait en vrille. Mais si 80% des gens sur la Terre seraient des prix Nobel, ça serait la même galère. Hein. Donc, je suis pas en train de dire que c'est mauvais et je dénonce ça. Je suis juste en train de dire que, selon moi, aujourd'hui, l'un des meilleurs sujets pour s'émanciper, avant même de discuter de vente, c'est avant tout d'apprendre à apprendre des choses. Ouais. Selon moi, c'est le sujet le plus important avant tout le reste. Parce que dès que tu sais apprendre, moi, à la base, j'ai commencé à apprendre à apprendre. Une fois que tu connais les processus de l'apprentissage, tu peux l'appliquer dans tous les domaines de vie. Que ce soit la vente, que ce soit faire de l'argent. Selon moi, faire de l'argent, faire du business, c'est pas plus compliqué que être chef pâtissier, tu vois. Je suis complètement C'est juste une discipline. prendre la parole part en entière. public, draguer, vendre. Tout se fait. C'est juste un peu plus douloureux, peut-être. Et plus douloureux sur les leçons que tu en tires, parce que c'est associé à l'image que les autres vont avoir de toi. Ça, c'est un sujet qui est important. Parce que, évidemment, quand tu es en train de faire ton Paris-Brest chez toi tranquille et que tu le foires, bon, à part ton père qui va te dire c'est pas fou, t'as pas grand retour d'expérience qui est très douloureux. Par contre, monte sur une scène, j'ai fait quelques concours d'éloquence, et il y en a eu sur lesquels j'ai été très mauvais, tu vois. Monte sur une scène, dis quelque chose, et une chute que tu n'attends pas, ou au contraire, et des réactions que tu ne voulais absolument pas, c'est quand même beaucoup plus douloureux. Au début, en tout cas, parce que tu confrontes ton image à des gens, t'as des retours, tu te dis « Ah putain, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que je vais être apprécié ?» etc. Tu vois. Donc je pense que comme c'est plus douloureux comme discipline, le sujet de la vente, du business, c'est un truc qui comporte beaucoup plus de mouvement. À mon avis, c'est des choses qui font plus flipper. C'est les deux questions qu'on pose à tout le monde en fin d'entretien sur le crayon. Qui tu aimerais voir dans ce genre d'entretien sur le crayon? T'as déjà interviewé des philosophes? Oui, mais qui t'as en tête? Il y a un mec que j'apprécie absolument. Alors, il y a deux personnes que je vais te dire. Vas-y. Donc moi, je suis fan de physique fondamentale.
Ok. J'apprécie vraiment la physique, j'aime beaucoup les mathématiques, etc. Même si je suis pas très bon. Je suis bon en théorie, mais très nul en pratique. Il y a 2 personnes que j'apprécie énormément. Le premier, c'est plus sur ses démarches philosophiques, pas forcément les démarches en tant que telles dans le fond, mais plus dans la forme. C'est un très bon rhétoricien, c'est Aurélien Barraud. Oui, je vois très bien. Et il y a une deuxième personne que j'apprécie absolument dans le monde scientifique qui s'appelle Étienne Klein. Ouais. C'est un monsieur qui a travaillé pendant des années sur la question du temps. On devait le recevoir, mais il a décalé au final. Faut qu'on le relance. Étienne Klein, c'est un mec. Oui, qui a fait tout un sujet très récent sur la nuance et l'expertise aux experts, quoi. Et c'est très fou parce que tu vois, c'est des sujets que très peu de gens débattent, mais qui en fait font qui on est intrinsèquement. Ce mec-là, il a travaillé des années, voire même des décennies sur le temps. La question du temps, mec, on n'en parle pas assez. Va voir quelqu'un dans la rue et demande-lui, attends, mais c'est quoi le temps? Et laisse un blanc. Et qu'est-ce qu'il a à te répondre, le mec? Est-ce que c'est une durée? Est-ce que ça a eu un début? Est-ce que ça a eu une fin? Et je trouve que tous ces sujets-là sont juste merveilleux. Et c'est pour ça que je pousse vraiment les gens à lire des livres, à l'apprentissage, à la connaissance, parce que je vois la vie comme un immense puzzle, tu vois. Et au début, tu nais, t'as que quelques pièces vite fait, tu vois. Tu sais plus ou moins tes besoins, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de dormir. Et après, tu as accès au plus t'avances et au plus tu te confrontes au monde, tu discutes avec des gens, tu lis des livres, tu regardes des vidéos, au plus tu complètes ton puzzle. Et je trouve que au plus tu arrives à avoir un puzzle qui est maximisé, ça veut pas forcément dire aller en profondeur dans les sujets. Mais au plus tu arrives à avoir une vision d'ensemble du monde, au plus pour toi c'est facile de le comprendre et donc de le contrôler. Je comprends très bien. Et est-ce que tu as une citation, une punchline de toi ou de quelqu'un d'autre que tu portes au quotidien? Ah, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est une musique dans laquelle on dit You look so much better when you smile. Ça signifie en français tu es tellement plus beau, tellement plus belle quand tu souris. Just smile, buddy. Just smile, buddy. Merci beaucoup, Alexis. Je te remercie. Let's begin.